Je vais commencer. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est reprendre ce que j'ai introduit à la toute fin du cours dernier, où je vous ai parlé de théorie hydrodynamique. Et donc, je veux vous parler de ce que je vais appeler la matière active sur un substrat solide. Donc, je vous rappelle de quoi je parlais. Je considérais un problème à deux dimensions, un système actif qui a des composants, des particules, des animaux, celui que vous voulez, et puis ce système est sur un substrat solide, et il transfère de la quantité de mouvement au substrat solide. Ce système est polaire, ça veut dire que si j'ai mes composants qui sont ici, chaque composant porte une orientation, un vecteur unitaire que j'avais appelé NI. Et puis la polarisation P, c'est la valeur moyenne sur tous les composants de ces vecteurs NI. Alors si je veux une polarisation locale, je moyenne sur les voisins d'un site I, et j'aurai une polarisation P à un point donné. Ce que je vous ai montré la dernière fois, c'est que si je veux faire une théorie hydrodynamique, il faut que j'identifie les variables lentes, et qu'il y a deux variables lentes. Alors, la première variable lente, c'est une variable qui est conservée, c'est la densité. Et l'équation de conservation de la densité va s'écrire comme presque toutes les équations de conservation, dρ sur dt, plus la divergence d'un courant. Alors, ce que je note comme ça, quelqu'un est venu me poser la question la dernière fois, c'est le vecteur nabla qui prend le gradient. Donc ça, c'est le produit scalaire entre le vecteur nabla et le courant. Ça donne la divergence du courant, et ça, c'est égal à 0. Donc, je vais mettre ça ici. Et puis, j'ai une deuxième variable lente qui, elle, est associée à un mode mou. Il y a un mode mou parce qu'il y a une symétrie continue dans le problème qui est la rotation. Cette variable, c'est justement la polarisation moyenne P. Alors, P va dépendre du point et du temps. Donc, ce que je veux maintenant, c'est essayer d'exprimer le courant et puis trouver une équation pour P. Ce que je vais faire pour aujourd'hui, c'est me calquer un peu sur ce qui existe à l'équilibre. Donc, je vais supposer qu'il existe une fonction que je vais appeler grand F qui joue le rôle de l'énergie libre du système. Alors, la première fois, je vais mettre des petites astérix au-dessus d'énergie libre, puis après je parlerai d'énergie libre sans prendre cette précaution-là. C'est un système hors d'équilibre, donc la seule chose que je suppose, c'est qu'il y a une fonction f qui dépend de P et de la densité, et que cette fonction-là va être parallèle à ce que serait l'énergie libre dans un système d'équilibre. Alors j'aurai besoin de l'énergie libre par unité de volume, ça veut dire que je vais écrire que ce f de P et de V, c'est l'intégrale sur tout le volume d'une densité d'énergie libre, F de P et de ρ. Alors cette fonction F, elle est un peu compliquée parce qu'elle dépend de P et de ρ, mais elle dépend aussi des dérivés de P et de ρ. En termes un peu techniques, ça c'est une fonctionnelle, c'est-à-dire c'est une fonction des fonctions P et ρ. Alors avec l'énergie libre, qu'est-ce qu'on peut construire? On peut construire le potentiel chimique. Donc je vais introduire une fonction qui ressemble aussi. Donc ça, c'est l'énergie libre. Je peux écrire ce que je vais appeler le potentiel chimique. Alors j'ai dit que je mettais des... Alors, le potentiel chimique, si la fonction f ne dépend que de P et de ρ et pas des dérivés, c'est juste la dérivée par rapport à la densité. Donc, je vais l'appeler mu. Si elle dépend des dérivés de P ou de ρ, c'est un petit peu plus compliqué. Et il faut introduire ce qu'on appelle la dérivée fonctionnelle de cette fonction-là par rapport à ρ. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une dérivée fonctionnelle, prenez ça et je vous montrerai après, si vous voulez, sur un cas comment on le calcule.
Donc mu, c'est plutôt la dérivée fonctionnelle delta F, qui dans les cas simples se réduit à ça. Donc après, ce que je veux faire, c'est me baser sur ce que je connais pour les systèmes à l'équilibre, et puis vous montrer ce qu'il faut rajouter pour avoir un comportement de système actif. Alors à l'équilibre, le courant de matière, il est dû au fait qu'il y a un gradient de potentiel chimique. Les particules ont envie d'aller là où le potentiel chimique est le plus bas. Donc il doit y avoir un terme qui va être moins, parce qu'on veut aller vers l'endroit où le potentiel est le plus bas, le gradient du potentiel chimique. Et puis une constante ici, qui est une mobilité, ou une friction si je mets l'inverse. Et cette constante, je vais l'appeler gamma rho. Donc si j'ai un fluide qui a un gradient de potentiel chimique, ça induit un courant, et je vais me baser, en disant que ça joue le rôle de l'énergie libre et du potentiel chimique, sur cette équation-là. Donc ça, c'est ce que je trouverais pour un système s'il était à l'équilibre thermodynamique. Après, il faut que je rajoute des termes qui sont hors équilibre thermodynamique, et ça, je vais le faire uniquement en utilisant des symétries. Alors la symétrie que je veux utiliser, c'est le fait que J est un vecteur. Des vecteurs, j'en connais que deux. Je connais P, localement il y a une polarisation, et la polarisation c'est un vecteur. Et puis j'en connais un autre, c'est le gradient. Quand je prends le gradient d'un nombre, ça me donne un vecteur. Mais si je fais une théorie hydrodynamique, je veux regarder ce qui se passe à des échelles de taille très grande. Donc à des échelles de taille très grande, ce que je veux, et je vais l'écrire de façon un peu formelle, je veux étudier la limite hydrodynamique c'est la limite où les échelles de taille sont grandes, et donc c'est la limite où les gradients sont petits. Donc tous les vecteurs qui porteront un gradient seront petits par rapport aux vecteurs qui sont proportionnels à P. Alors je vais l'écrire de façon sauvage, qui ferait hurler des mathématiciens, c'est que tous les termes en gradient sont inférieurs aux termes proportionnels à P. Moyennant quoi, le terme le plus grand dans ce développement-là, la façon la plus simple de faire un vecteur, c'est de mettre un terme proportionnel à P, et puis je veux que ce soit un courant. Le courant est proportionnel à la densité, donc je vais mettre ρ ici, et puis je vais mettre V0 ici. Alors physiquement, ça a beaucoup de sens. Ce que ça dit, c'est qu'il y a une vitesse spontanée de ces particules-là. Comme elles ont une polarité, elles ont le droit d'avoir une vitesse spontanée par un argument de symétrie, et que le courant, c'est simplement V0 fois l'orientation P locale de la polarisation. Donc c'est ça le courant que je vais utiliser dans la suite. Donc ça veut dire qu'il y a une vitesse ou si vous voulez, que localement, il y a une vitesse VI qui est V0 fois NI, et cette vitesse-là, je l'obtiens simplement en moyennant les vitesses locales de chacune des particules. Après, il pourrait y avoir d'autres termes. Cette vitesse V0 peut dépendre de la densité, et on sait très bien que si la densité est très grande, les particules vont se gêner entre elles et la vitesse va baisser. Donc à grande densité, V0 va décroître à la densité. Rien n'interdit non plus qu'elle dépende de P, du module de P, mais je vous ai dit que le module de P n'était pas une variable hydrodynamique, donc je n'ai pas du tout envie là-dedans d'utiliser des choses qui dépendent du module de P. Donc voilà ce que je vais utiliser. Il y a un terme qui ressemble à ce que j'ai à l'équilibre, et je suis bien d'accord que ce n'est pas systématique, je me suis inspiré de l'équilibre. Et puis il y a ce terme-là que j'obtiens essentiellement par des arguments de symétrie, plus un peu de raisonnement physique pour que ça ressemble bien à un courant. Alors je vais faire la même chose pour la polarisation. Donc je vais écrire dP sur dt. Ça, c'est la façon dont, à un point donné, la polarisation varie avec le temps. Qu'est-ce qui se passe si c'est à l'équilibre? Il y a une différence entre la densité et la polarisation, c'est que la polarisation n'est pas une variable conservée. Alors, il y a toute une histoire en physique statistique hors d'équilibre de comment est-ce qu'il faut écrire les équations pour des paramètres d'ordre qui ne sont pas conservés comme la polarisation. En gros, ce qu'on écrit toujours, c'est qu'il y a une deuxième friction que je vais appeler gamma P, et puis la dérivée de l'énergie libre par rapport à P. Alors, je vais l'écrire comme une dérivée fonctionnelle. Ça, en gros, c'est un champ.
et je dis que la variation de P, elle est reliée au champ conjugué qui tend à orienter P. Ça, c'est le terme qui va se retrouver à l'équilibre. Maintenant, il faut que je fasse la même chose. Il faut que je fasse, par des arguments de symétrie, que je devine tous les termes actifs qui sont possibles et tous les termes actifs que je ne vais pas générer avec une énergie libre comme ça. Alors, je vais vous écrire le terme actif qui domine et après, je vais discuter de pourquoi j'ai écrit ça. Je vais l'écrire de ce côté-là. C'est lambda 1 plus P scalaire gradient multiplié par P scalaire gradient appliqué à P. Alors, le terme le plus simple auquel vous pourriez penser, c'est P, mais P, il est compris dans l'énergie libre. Après, il faut que j'introduise des gradients, et le terme le plus simple en gradient qu'on peut faire intervenir, c'est celui-là. Alors, je triche un peu en vous disant ça, parce que si vous voulez un terme où il y a 2 fois P et 1 fois le gradient, il y en a 3 en fait. Donc, il y aurait un terme qui serait lambda 2 fois le gradient de P au carré, c'est-à-dire du module de P au carré. Ça, c'est un gradient, c'est bien un vecteur. Il est du même ordre que celui-là. J'ai un gradient et 2P. Donc, si j'en garde un, a priori, il faut que je les garde tous. Et puis, il y en a un troisième qui est P divergence de P. Bon, si je voulais écrire tous les termes, il faudrait que j'écrive ces 3 termes-là. Ce que fait tout le monde et que je vais faire moi aussi, c'est que je ne vais pas introduire ces 2 termes ici parce qu'on peut construire une énergie libre qui génère ces 2 termes-là. Vous allez voir que c'est un peu spécial parce qu'elle génère ces termes-là avec une relation entre lambda 2 et lambda 3, on verra ça tout à l'heure. Mais comme l'effet physique de ces 2 termes-là peut déjà être compris dans l'énergie libre, je ne vais pas les écrire. Donc à l'ordre le plus bas, ce qui me reste, c'est dp sur dt plus P scalaire gradient appliqué à P. Ça, modulo un facteur V0, P c'est la vitesse. Ça ressemble farouchement, donc ce terme-là, je ne l'écris pas, ce terme-là, il ressemble farouchement à ce qu'on écrit dans l'équation de Navier-Stokes. L'équation de Navier-Stokes, c'est l'équation pour l'hydrodynamique des fluides. Donc on écrit une équation pour le champ de vitesse. Et puis cette équation nous dit que la dérivée de la vitesse, dv sur dt, plus v scalaire gradient appliqué à v. Tout ça, c'est l'accélération. Donc il faut que je multiplie par la densité de masse. Ça, c'est le m gamma de la loi de Newton. Et puis, de l'autre côté, il y a des forces qui sont essentiellement reliées aux contraintes dans le fluide que je ne vais pas écrire. Je vais écrire contraintes, c'est les gradients des contraintes qui apparaissent là. Vous voyez que ça ressemble pas mal à ça. Alors, je n'ai pas de masse, mais je pourrais tout diviser par la densité de masse. Par contre, le coefficient qu'il y a là, c'est 1, alors que là, j'ai mis un coefficient lambda 1 qui est différent de 1. Le raisonnement que j'ai fait ne fixe pas le coefficient lambda 1. Par contre, il y a une contrainte supplémentaire sur l'équation de Navier-Stokes. La contrainte supplémentaire, c'est l'invariance galiléenne. Pour respecter l'invariance galiléenne, il faut que ce coefficient soit égal à 1. Ici, je prends un système sur un substrat solide. Ça ne conserve pas l'impulsion. Il y a un transfert d'impulsion sur le substrat. Si je change de référentiel, ça va changer les propriétés parce qu'il y a un référentiel spécifique qui est le référentiel du solide sur lequel se déplacent mes particules. Ça veut dire que ce coefficient-là, contrairement à ce qui se passe dans l'équation de Navier-Stokes, c'est un paramètre du problème qui est quelconque. Donc voilà ce que j'obtiens avec un raisonnement qui est assez simple, en disant je fais à peu près ce qui se passe à l'équilibre, et puis je rajoute les termes les plus simples qui prennent compte de l'effet hors d'équilibre. Ces termes, c'est ce terme-là pour un système polaire, et puis ce terme-là dans l'équation de conservation. Une chose que je voulais vous faire remarquer, c'est que ces termes sont vraiment polaires. C'est-à-dire la vitesse, elle est dans la direction de la polarisation. Si la polarisation est nulle, il n'y a pas de vitesse. Donc dans un système qui n'est pas polaire, où la polarisation serait nulle, ce terme n'existe pas. Celui-là aussi est vraiment polaire, parce que si je change P en moins P, ce terme-là est inchangé, et ce terme-là est changé.
Donc ces termes-là, à la fois celui-là et celui-là, c'est des termes qui n'existent pas à l'équilibre thermodynamique, et puis c'est des termes qui sont vraiment associés à la polarité du système. Donc les deux sont des termes qui sont à la fois polaires et actifs. Donc ce que je vais faire dans toute la suite, c'est essayer de vous montrer quelles sont les propriétés générales des systèmes actifs sur un substrat qu'on obtient à partir de ces deux équations, l'équation pour le courant qui est là, et puis l'équation pour la polarisation qui est là. Alors, la première chose que je voudrais faire, bien sûr, pour arriver à ça, il faut que je donne l'énergie libre. Je ne vous ai pas dit ce qu'était l'énergie libre. Je vais l'obtenir de la même façon que ce que je viens d'utiliser. Ça veut dire que je vais essayer de déduire l'énergie libre en utilisant toutes les symétries du problème. Alors, les premiers à avoir fait ça, c'est un article que j'ai déjà cité dans un des cours précédents. C'est Tonner et tout. Et je vais essayer de vous faire un résumé assez court de la théorie de Tonner et tout. Alors, c'est un article qui est dans Fils Rêve Lettres en 1995. Donc, Tonner et tout partent d'équations comme ça, et puis ils choisissent une énergie libre. Alors, il y a deux stratégies pour l'énergie libre, hein, qui sont celles que j'ai déjà mentionnées la dernière fois. Une première stratégie, c'est de partir d'une théorie microscopique et puis de regarder ce que donne cette théorie microscopique à l'échelle macroscopique en ne gardant que les deux variables lentes. Et je vous ai cité des articles où c'est fait explicitement. C'est un peu lourd à faire, mais c'est faisable explicitement à partir du modèle de Vicek, par exemple, que je vous ai introduit la dernière fois, en faisant des approximations qui ne sont pas toujours très contrôlées, mais qui physiquement sont tout à fait raisonnables. L'autre attitude, c'est de faire ce que je viens de faire, c'est de dire, je vais essayer d'écrire l'énergie libre la plus générale possible qui respecte les symétries. Alors, je vais écrire une énergie libre. Comme je vous ai dit, la variable qui est intéressante, c'est l'énergie libre par unité de volume. Donc l'énergie libre, ça va être l'intégrale sur le volume, la somme sur le volume d'une énergie par unité de volume. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire, puis après je vais vous commenter tous les termes qui ont été dans cette énergie libre-là. Il y a un premier terme qui est alpha, qui dépend de ρ, fois P2, plus un terme bêta. Je vais écrire P4. P4, pour moi, c'est P2 au carré. Je peux l'écrire une fois si vous voulez. Ça, c'est un développement de Landau en puissance de P. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans les systèmes magnétiques. Si on veut écrire l'énergie d'un système magnétique, on prend une énergie qui est paire en P, puis on fait un développement comme ça, et on trouve un terme en P2 et un terme en P4. Après, j'ai dit que je voulais que l'énergie dépende des gradients de P. Donc, quelque chose qui sont les dérivés de P. Alors, je vais écrire ça de façon assez caricaturale. Je vais introduire des indices. J'essaierai d'en introduire le moins possible, mais pour ça, je pense que c'est de loin la notation la plus compacte. Je veux quelque chose qui soit proportionnel au carré du gradient de P. Donc, ça va être d alpha P bêta fois d alpha P bêta. Ça, c'est le carré de d alpha P bêta. Quand je répète les indices ici, implicitement, je somme sur toutes les composantes. Dans les cas simples, et je vous montrerai un cas tout à l'heure, vous pouvez voir ça comme le carré du gradient de P. Et puis, il y a une constante ici, K, qui est la raideur. Ce que vous dit ce K, c'est quelle énergie ça coûte si P a un gradient et n'est pas uniforme partout. Donc, si P est parallèle partout, ce terme-là est 0. Si j'introduis une distorsion de la polarisation, c'est-à-dire que de ce côté-là, la polarisation est dans cette direction-là, de ce côté-là, elle est dans cette direction-là, il y a un changement dans l'espace de la polarisation, et ça coûte quelque chose qui est proportionnel au carré du gradient. Je triche un peu là. Si je fais vraiment l'argument de symétrie, et je vous montrerai ça un tout petit peu plus en détail la semaine prochaine, le terme le plus général, il est un peu plus compliqué que ça. Et en fait, à 3 dimensions, il y a 3 constantes,
et à 2 dimensions, il y a 2 constantes. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais l'écrire sur cette forme simple qui est là, ça suffit pour expliquer ce que je veux vous expliquer. Donc ça, c'est une théorie de Landau, plus un terme avec les gradients. Ça s'appelle une théorie de Landau-Ginzburg dans la physique statistique. Après, je veux m'intéresser à ρ. Alors, la densité ρ, je vais écrire qu'il y a une densité moyenne que je vais appeler systématiquement ρ0, et puis il y a un écart à la densité moyenne que je vais appeler delta ρ, et même pour me simplifier la vie, je vais mettre ρ0 ici. Donc ce coefficient-là de P2 ne dépend que de ρ0, et puis après je veux mettre des termes qui dépendent de delta ρ. Alors il y a un terme qui est très simple, c'est un terme en delta ρ au carré. Ce terme-là, c'est la compressibilité du fluide qui est formé par ces particules. Donc ça, c'est 1 sur 2 qui. Delta ρ sur ρ0 est carré. Et ce qui-là, c'est la compressibilité, ou c'est proportionnel à la compressibilité. Ça dépend un peu comment vous définissez la compressibilité. Et puis après, il faut que je prenne en compte dans cette énergie que le système est polaire. Si le système est polaire, ça veut dire que l'énergie n'est pas forcément la même si je change P en moins P. Alors comment est-ce que je fais un terme qui est un scalaire, hein, l'énergie par unité de volume, c'est un scalaire, qui est linéaire en P. Alors pour faire un scalaire, il faut 2 vecteurs, je vous ai dit qu'il y en avait que 2. Donc il faut que je prenne un gradient et un P. Donc le terme le plus général, ça va être plus, je vais l'écrire en dessous, un terme en divergence de P, et puis un coefficient K. Et ce coefficient K, rien n'interdit qu'il dépende à la fois de delta ρ et de P. Donc voilà le terme polaire le plus général que je peux introduire dans l'énergie. Puis je vais faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que je vais le développer en puissance de delta ρ et de P. Alors il y a un terme qui est plus W0 divergence de P. Ce terme-là, il n'est pas très intéressant, parce qu'à cause du théorème de la divergence, si je prends l'intégrale sur le volume de la divergence, c'est le flux du vecteur P sur les surfaces. Donc ce terme-là, il ne dépend que de ce qui se passe sur les surfaces, et il ne va pas changer la physique du tout. Donc celui-là, je vais pouvoir l'oublier. Après, je peux mettre une dépendance en delta ρ, donc je vais mettre le terme linéaire. Minus moins W1 delta ρ sur ρ0 fois divergence de P. Donc ça, c'est le premier terme à P fixé du développement en delta ρ. Et puis, je peux développer en P. Alors, je vais prendre la même idée que là. Je vais faire un développement en puissance du module de P. Il va y avoir un terme qui est en P2. Alors, celui-là, je l'ai appelé W sur 2, P2, divergence de P. Et puis, j'ai plein d'autres termes que je pourrais générer qui sont compatibles avec la symétrie. Si je me limite aux termes qui sont petits en P et petits en delta ρ, j'ai écrit tous les termes qui sont pertinents. Donc, 3 types de termes, la théorie de Landau, l'élasticité d'orientation, et puis ce terme polaire que j'ai développé en puissance de delta ρ et de P. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur ce qui se casse quand la densité est constante. Si la densité est constante, ça veut dire que delta ρ est nul, et ρ est égal à ρ0. Je vais supposer que P est constant aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation de P dans l'espace. Ce terme-là est nul. Ce terme-là reste, c'est la compressibilité, mais si delta ρ est 0, il fait 0. Tous ces termes-là sont proportionnels à la divergence de P. Alors il faut que je ferme ma parenthèse là. Et donc ils ne contribuent pas. À la fin, si P ne varie pas dans l'espace
et si delta rho est égal à 0, la seule chose qui me reste, c'est un développement de l'énergie en puissance de P avec un terme qui est proportionnel au carré de l'énergie et un terme qui est proportionnel, au carré de la polarisation et un terme qui est proportionnel à la puissance 4 de la polarisation. Alors vous savez qu'une énergie libre comme ça, c'est quelque chose qui mène à une transition de phase. Ça mène à une transition de phase au point où alpha va s'annuler. Il s'avère que pour expliquer les expériences qu'on a envie d'expliquer, il faut qu'à forte densité, alpha soit négatif et à faible densité, alpha soit positif. Donc, je vais faire l'hypothèse la plus simple, c'est je vais supposer que alpha varie linéairement avec la densité. Je vais écrire que alpha de ρ 0, c'est un certain alpha 0 fois 1 moins ρ 0 sur une densité critique. Si ρ 0 est égal à ρ c, c'est-à-dire si je suis exactement à la densité critique, ce coefficient-là est égal à 0. Il est négatif si la densité est plus petite que ρ c, et il est positif si la densité est plus grande que ρ c. Alors je vais me remettre à gauche là-bas. Et puis je vais reprendre ça. Qu'est-ce qui se passe à faible densité ? Ça, c'est ρ 0. Si ρ 0 est inférieur ou égal à ρ c, alpha est positif. Je vais choisir bêta positif. Ces deux termes sont positifs. Et ce qui minimise l'énergie, c'est P égale 0. Donc si ρ 0 est inférieur ou égal à ρ c, les deux termes dans l'énergie libre sont positifs. Et le minimum de l'énergie, c'est P égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire P égale 0 ? Ça veut dire que le système n'est pas polaire, il n'y a pas d'ordre, et donc c'est simplement un système complètement désordonné où les particules vont au hasard dans toutes les directions. Donc c'est une phase désordonnée. Qu'est-ce qui se passe maintenant si ρ est plus grand que ρ c ? Donc à grande densité. À grande densité, ce que je peux faire, c'est tracer ce terme-là, donc la densité d'énergie libre en fonction de P. Donc je vais tracer petit f en fonction de P, qui sera le module du vecteur P. Ce terme-là est négatif, ce terme-là est positif. À faible P, c'est ce terme-là qui domine, puisque P2 est plus grand que P4. Donc la densité d'énergie libre, elle commence par décroître. À grande valeur de polarisation, c'est l'inverse. Ce terme-là est positif et grand, celui-là est plus petit, donc c'est celui-là qui domine, et l'énergie libre croît comme P4. Donc ça fait une énergie libre qui varie comme ça. Et vous m'accorderez que si l'énergie libre varie comme ça, il y a un minimum de l'énergie libre pour une polarisation finie. Donc ici, il y a un P0. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un P0 ? Ça veut dire que, à l'équilibre, dans un état stationnaire, l'énergie libre va atteindre son minimum et elle va être en sorte que le module de P soit égal à P0. Ça veut dire que tous les vecteurs de module P0 sont possibles, il va y avoir une brisure de symétrie et le vecteur P sera fini avec un module P0 dans une direction donnée. Donc il y a une phase ordonnée. Toutes les orientations sont possibles, il n'y a rien là-dedans qui me choisit l'orientation. Donc pour une polarisation, P0, qui est égal à P0 fois un vecteur unitaire n dans une direction donnée. J'insiste sur le fait qu'il y a une brisure de symétrie.
tant que ρ est inférieur à ce ρ0, la polarisation est nulle et toutes les directions sont équivalentes. Si ρ0 devient supérieur à cette valeur ρc, il y a une direction qui est privilégiée, le système se polarise dans cette direction-là, et c'est dans cette direction-là qu'on va avoir une polarisation. Ça veut dire que c'est dans cette direction-là, puisque le flux, la vitesse, c'est V0 fois P, ça veut dire qu'il y a un mouvement collectif dans la direction P. Donc à basse densité, pas de polarisation. À forte densité, il y a une direction privilégiée, il y a un module qui est sélectionné par le minimum de l'énergie, et puis tout le système part dans cette direction-là. Alors si on va être plus quantitatif, je n'ai pas mis des coefficients ici, je vais mettre un facteur 2 et un facteur 4, je vous laisse minimiser cette énergie libre-là, et vous trouverez que P0 carré est égal à moins alpha de ρ0 sur bêta. Il faut bien que alpha soit négatif, autrement le carré de la polarisation ne serait pas positif. Donc la seule chose que j'ai fait ici, c'est que j'ai repris une énergie libre d'un système magnétique ou d'un modèle de Landau, où ce qui joue le rôle du paramètre d'ordre, c'est la polarisation. Et il y a une transition de phase. Ce n'est pas la température, comme dans un modèle de physique statistique, qui contrôle cette transition de phase. Ce qui contrôle la transition de phase, c'est la densité. Et à haute densité, on a une transition de phase vers un état où il y a une polarisation. Et s'il y a une polarisation à cause de ça, il y aura un flux de particules dans la direction de la polarisation. Donc il y a une vitesse globale des particules qui se produit, exactement comme je vous l'avais montré dans le modèle de Vicek. Ça, c'est une description phénoménologique du modèle de Vicek, où je ne prends en compte que les variables hydrodynamiques. Alors il y a une dernière remarque que je voudrais faire, c'est regarder ce qui se passe donc dans la phase ordonnée. Je vais me placer dans la phase ordonnée. C'est-à-dire, je vais considérer que ρ est supérieur ou égal à la densité critique. Et puis, je vais écrire l'équation non pas pour P, mais pour la vitesse. Donc, la vitesse, c'est V0 fois P. Donc, je vais écrire dV sur dt. Je suppose que P est constant, ce terme-là n'existe pas. Donc après, il faut que je prenne le gradient de cette expression-là par rapport à P. Alors c'est bête, je l'ai effacé, hein, mais le premier terme, c'est encore écrit ici, c'était alpha de ρ0 sur 2, P2, plus des termes en P4, etc. Je vais écrire que le premier terme. Si je prends la dérivée de P2 par rapport à P, vous m'accorderez que ça fait 2 fois P. Et donc le premier terme, en df sur dp, ça va être alpha de ρ0 fois P. J'ai alpha de ρ0 fois P. Et puis il faut que je mette le facteur qui est devant ici, qui est moins 1 sur gamma, où gamma est le coefficient de friction. Maintenant, P, je peux l'écrire en fonction de la vitesse. La vitesse, c'est V0 fois P. J'ai multiplié de ce côté-là par V0, donc ici, il faut que je multiplie encore par V0, et ça, c'est la vitesse. Maintenant, si je suis dans la phase qui est désordonnée, dans la phase désordonnée, alpha est positif, la dérivée de la vitesse va dans le sens opposé à la vitesse, donc ça, c'est simplement une friction. C'est une friction visqueuse qui agit sur le fluide. Alors, si je suis dans la phase ordonnée, alpha est négatif, dv sur dt, ça va être plus v, et donc avec ce terme-là, j'augmente la vitesse en prenant de la quantité de mouvement au solide. Donc c'est une chose qui ne pourrait pas exister sur des équations d'équilibre. Si on est à l'équilibre, la seule chose que peut faire un fluide, c'est dissiper de l'énergie.
Ici, le fluide prend de l'énergie à son substrat et augmente de l'impulsion à son substrat, pardon, et augmente sa vitesse en prenant de l'impulsion à son substrat. Donc j'ai un fluide qui accélère parce qu'il frotte sur le substrat. Donc ça correspond à une friction négative. Ça correspond bien à l'idée qu'on se fait d'un système actif qui peut utiliser l'énergie pour se propulser. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est discuter de façon plus générale ce qu'on peut obtenir avec ça. Alors, je vais être très très qualitatif, je vais appeler ça transition de phase à 2 dimensions. Alors, ce dont je voudrais vous parler, je ne sais pas très bien combien d'entre vous sont familiers avec ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Mermin-Wagner. Ce que je vais faire, c'est dans un premier temps regarder ce qui se passe à l'équilibre. Donc, je vais vous faire de la physique statistique d'équilibre. Et je vais considérer un système à l'équilibre thermodynamique qui a une symétrie continue comme avait la polarisation. Donc sur chacun, mes particules pourraient être des sites qui sont statiques cette fois. Sur chaque site, je vais mettre une aimantation, un spin, ce que vous voulez, mais je vais supposer que quand je tourne tous les spins de la même façon, il n'y a pas de changement d'énergie. Maintenant, si on suppose qu'il y a une phase ordonnée, et ce que j'appelle une phase ordonnée, c'est un ordre à longue distance, on peut calculer les fluctuations thermiques de la polarisation s'il y avait un ordre à longue distance. Et ce qu'on trouve, c'est que l'amplitude des fluctuations thermiques diverge avec la taille du système. Alors c'est à 2 dimensions. À 2 dimensions, la divergence est logarithmique. Ça veut dire que l'amplitude des fluctuations augmente comme le logarithme de la taille du système. Mais ça, si je prends un système infini, ça veut dire que les fluctuations sont infinies, et ça veut dire que la phase ordonnée à longue distance ne peut pas exister. Donc à cause de ce fait que si le système a une symétrie continue, les fluctuations divergent, il n'y a pas de phase ordonnée, ou il n'y a pas d'ordre à longue distance à 2 dimensions. C'est ça le théorème de Mermin-Wagner. Donc pour un système qui a une symétrie continue, ou là, si je veux utiliser le langage que j'ai utilisé la semaine dernière pour un système qui a un mode mou, il n'y a pas d'ordre à longue distance à 2 dimensions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transition de phase. Il y a une transition de phase, mais cette transition de phase est de nature topologique. Alors ceci dit, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe, non pas si je regarde un système passif ou un système à l'équilibre thermodynamique, mais si je regarde un système actif. Alors c'est ça peut-être le résultat le plus important qui a été trouvé par Toner et tout. Ce qu'ont montré Toner et tout,
c'est que pour un système actif, qui est décrit par les équations que je vous ai montrées, il peut y avoir un ordre à log distance à 2 dimensions. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'à l'équilibre thermodynamique, la phase ordonnée où P serait uniforme, elle n'existe pas. Elle est détruite par les fluctuations qui deviennent infinies. Ce n'est pas le cas pour un système actif. Pour le système actif, il y a vraiment une phase ordonnée où P est fini et constant dans l'espace. Et ça, c'est une phase où il y a un mouvement collectif de toutes les particules. Alors, Tonnerre et tout ont obtenu ça par un calcul très compliqué de renormalisation sur l'énergie libre que je vous ai montré. John Tonnerre, depuis, a trouvé un argument d'échelle qui est absolument superbe, qui est un tout petit peu compliqué pour que je le fasse devant vous. Mais si cela vous intéresse, dans l'article de Ginelli que j'ai cité la dernière fois, cet argument est mentionné. Ce que vous montre cet argument, c'est que les fluctuations ne divergent pas pour un système actif à 2 dimensions, elles restent finies, et si elles restent finies, la phase totalement ordonnée reste stable pour un système actif. Donc voilà ce que je voulais dire de façon très très générale sur ces systèmes actifs sur un substrat solide. Ce que je veux faire maintenant, c'est vous montrer, en plus de cette transition de phase, 2 autres propriétés qui sont tout à fait génériques des systèmes actifs sur un substrat solide. Alors, c'est ce que j'ai appelé propriété générale. Deuxièmement. Alors, je vais remettre le mot que j'ai mis tout à l'heure, je vais mettre la matière active sèche. Ce que j'entends par ça, c'est la matière active pour laquelle il n'y a pas conservation de la quantité de mouvement. Ce que je vais vous raconter là, c'est en gros tiré d'un article de revue de Ramaswamy, en 2010, et je vous ai mis la référence de cet article sur le site web dans les références générales que j'ai données. Alors la première propriété que je veux discuter, c'est les fluctuations géantes dans les systèmes actifs. Alors je prends un système qui est très très grand, et puis à l'intérieur de ce système, je vais distinguer un volume de taille V qui est fixé. Donc un volume V. Alors c'est un volume pour moi à D dimensions. Si dC2 c'est la surface qui compte, si dC3 c'est le volume. Si je connais la densité, je vais appeler la densité ρ0 comme ce que je faisais il y a 2 minutes. Si je vais le nombre moyen de particules dans ce volume-là, c'est la densité fois le volume. Donc le nombre moyen. Ça c'est la densité ρ0 fois V. Alors, si je fais une mesure instantanée, il y a des particules qui rentrent et qui sortent en permanence de ce volume-là. Donc le nombre que je vais mesurer, ce n'est pas n moyen,
c'est n moyen plus une fluctuation que je vais appeler delta n. Et c'est à ce delta n-là que je vais m'intéresser. Donc il y a des fluctuations delta n autour de cette valeur moyenne. Alors avant de... Vous discutez quantitativement les fluctuations, il faut que j'introduise une ou deux quantités physiques. Celle que je voudrais introduire, c'est ce qu'on appelle le facteur de structure. Je vais l'appeler S de Q. Alors, je vais regarder les fluctuations de densité autour d'une densité moyenne. Ça veut dire qu'en un point donné, en moyenne, je vais mesurer la densité ρ0, mais si je fais une mesure instantanée, je vais mesurer quelque chose qui est un peu différent. Donc la densité ρ de R et de T au point R à l'instant T, je vais écrire que c'est ρ0 plus delta ρ. ρ0, c'est la densité moyenne. Elle ne dépend pas du temps ni de la position. Et le delta ρ, il va dépendre de R et de T. Puis ce que je vais faire, c'est au lieu de regarder la dépendance spatiale, je vais prendre la transformée de Fourier spatiale de cette fluctuation de densité. Je vais écrire la transformée de Fourier spatiale. Je vais l'appeler delta ρ. Je vais mettre un tilde dessus pour bien indiquer que c'est la transformée de Fourier. Ça dépend d'un vecteur d'onde Q. Et puis du temps. Et puis c'est juste somme sur tous les points. Exponentielle moins I QR de delta ρ de R. Donc, au lieu de regarder l'information spatiale, je décompose en ondes sinusoïdales. Et en gros, si je veux trouver la structure de la densité à une échelle R, il suffit que je choisisse R égale 1 sur Q. Et en gros, ça me donne la structure de la densité à une échelle R. La façon dont je définis le facteur de structure, que j'appelle S de Q, c'est je prends ce delta ρ tilde de Q et de T, je le multiplie par son complexe conjugué, et puis je moyenne sur toutes les configurations du système. Pour avoir ce que les gens appellent le facteur de structure, il faut multiplier par 1 sur le nombre moyen. Alors cette quantité est importante parce que dans les fluides, on peut la mesurer directement. On la mesure par des expériences de diffusion de lumière ou de diffusion de neutrons. Et ça nous donne des informations sur la façon dont la densité est corrélée entre les points dans les liquides. Donc mesurer ce facteur de structure, c'est une information extrêmement importante pour savoir ce qui se passe dans les fluides. Maintenant, ce que je vais regarder, c'est ce qui se passe quand Q est petit. Donc, je vais écrire S de Q égale 0. Alors, si je fais Q égale 0 ici, delta ρ tilde de Q égale 0, c'est somme sur tout le volume V de delta ρ de R fois dr. Delta ρ, c'est ρ moins ρ0. L'intégrale sur ρ, ça va donner le nombre de particules dans le volume.
Et l'intégrale sur ρ0, ça va donner le nombre moyen de particules dans le volume. Donc ça, c'est juste n. Ça, c'est ce qui vient du ρ. Quand je prends ρ ici, c'est l'intégrale sur le volume de ρ, moins valeur moyenne de n. Donc c'est delta n. Donc si je me place à vecteur d'onde nul, la fluctuation de densité delta ρ dans l'espace de Fourier à q égale 0, c'est simplement delta n. Maintenant, vous m'accorderez, si je reviens à la définition de S de Q, je ne sais pas où elle est ici. Ça, c'est delta n. Ça fait delta n au carré. Je multiplie par 1 sur n. Donc S de Q égale 0. C'est juste valeur moyenne, delta n au carré, sur valeur moyenne de n. Donc si je sais mesurer ce facteur de structure à q égale 0, je mesure la variance de delta n, et ça me donne un ordre de grandeur des fluctuations. Alors j'ai été un peu flou sur ce que j'appelais la valeur moyenne sur le bruit, ou sur les configurations. Pour avoir des fluctuations, il faut que j'introduise du bruit dans le système. Et ça, je vais le faire exactement comme on fait à l'équilibre thermodynamique. Je vous ai donné une équation dP sur dt égale, où il y avait 3 termes. Il y avait le terme en P scalaire gradient P, il y avait le terme qui venait de l'énergie, et puis il y avait le terme actif et le terme qui venait de l'énergie. Ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais rajouter un bruit. Qui va être un bruit aléatoire. Donc dans l'équation de P, je rajoute un bruit aléatoire. Ça crée des fluctuations dans le système. Et à la fin, je vais moyenner sur ce bruit aléatoire qui est là. Alors je vais vous passer le calcul parce qu'il est un peu lourd. On le trouve par exemple dans les articles de revue que j'ai cités. On peut, à partir de ce bruit-là, calculer directement le facteur de structure S de Q dans le système. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Il faut supposer qu'il y a une fluctuation delta ρ, il faut supposer qu'il y a une fluctuation delta P, linéariser toutes les équations, exprimer toutes les variables en fonction du bruit et moyenner sur le bruit. On sait faire ça explicitement et on trouve un facteur de structure à petit vecteur d'onde en fonction du vecteur d'onde. Alors avant de vous donner le résultat pour le système actif, je vais vous dire ce qu'on trouve pour un système passif. Alors je pourrais le retrouver en utilisant la méthode que je viens de vous décrire. Il suffit que je fasse V0 égale 0. Dans ce cas-là, j'ai un système passif. Et je peux me demander ce que vaut ce facteur S de Q. Pour un système passif, S de Q égale 0. C'est directement proportionnel à la compressibilité du système. Si vous avez un système qui a une compressibilité finie, c'est le cas de tous les gaz, de tous les liquides, sauf si vous êtes exactement au point critique. Si vous êtes exactement au point critique, ces choses-là divergent. Mais si vous n'êtes pas à un point critique, qui est quand même un point très très singulier, la compressibilité est finie, S de Q égale 0 est fini, et si S de Q égale 0 est fini, en prenant mon résultat qui est là, je trouve que delta N2 est proportionnel à N. Donc la valeur moyenne du carré de la fluctuation est proportionnelle à N. Ça veut dire que si j'ai un système avec N particules,
la fluctuation typique, c'est racine de n fois un coefficient qui dépend de la compressibilité du système. Et c'est vrai pour un gaz, c'est à peu près évident pour un gaz, c'est presque de la statistique sans physique, mais c'est aussi vrai pour un liquide, sauf que pour un liquide, ce qui apparaît ici, c'est un coefficient qui dépend de la compressibilité du système. Alors j'ai caché des choses. Dans le coefficient, il y a un facteur kT pour un fluide à liquide thermodynamique. Les fluctuations doivent être proportionnelles à la température. Donc dans le coefficient qu'il y a là, il y a un facteur température qui se retrouve ici. Donc voilà ce qui se passe pour un système passif. Et c'est ça le comportement, j'allais dire normal, c'est que les fluctuations sont proportionnelles à la racine carrée de la valeur moyenne. Si on prend un système actif maintenant, alors, ce que j'appelle un système actif, c'est un système qui est vraiment actif. Donc c'est dans la phase ordonnée quand ρ0 est plus grand que ρc. Ça veut dire quand il y a une polarisation moyenne et quand le système a une vitesse moyenne. Dans ce cas-là, on peut calculer le facteur de structure. Et ce qu'on trouve, c'est que S de Q, il est proportionnel à 1 sur Q2 fois une fonction qui dépend de l'angle. Alors qu'est-ce que j'appelle l'angle? J'ai deux vecteurs dans cette histoire-là. J'ai un vecteur qui est le vecteur polarisation, ce que j'appelais P0 tout à l'heure. Et puis j'ai le vecteur Q. Et puis il y a un angle entre P0 et Q que j'appelle θ ici. Ça veut dire que le facteur de structure, il n'est pas isotrope, ce n'est pas le même pour toutes les orientations de Q, il dépend de l'orientation relative de Q par rapport à la polarisation. Et on peut calculer cette fonction-là, c'est un petit peu compliqué à faire, mais on arrive très bien à la calculer. Là, vous voyez que j'ai un problème, c'est que si je fais Q égale 0, cette chose-là va diverger, ça veut dire que S de Q va être très grand, et ça veut dire que les fluctuations sont très grandes. Donc si Q tend vers 0, et c'est ça dont j'ai besoin pour calculer le delta n qui est là-bas, S de Q va tendre vers l'infini et les fluctuations sont très grandes. Alors ça, c'est un comportement qu'on connaît. Si on se place à un point critique, les fluctuations divergent, le qui est là diverge, et les fluctuations deviennent très grandes. Ça, c'est l'opalescence critique. Ici, je ne me passe pas un point critique, j'ai pris un point quelconque dans la phase ordonnée. Et pour ce point quelconque dans la phase ordonnée, ce que je trouve, c'est qu'à Q égale 0, S de Q est très grand. Alors l'attitude du physicien vis-à-vis de ça, c'est de dire qu'il n'y a jamais rien qui diverge en physique, donc il doit y avoir un Q minimum que j'ai le droit d'utiliser ici. Et puis, ce n'est pas S de Q égale 0 qu'il faut utiliser, c'est S du Q minimum. Alors, ce Q minimum, il est associé à quoi? Il est associé au fait que les systèmes physiques ne sont jamais infinis. Ils ont une taille finie. Donc, il y a une taille finie du système. Que je vais appeler L. Et le volume du système, c'est la taille à la puissance D. C'est le carré si c'est l'air à 2 dimensions. C'est le cube si c'est le volume à 3 dimensions. Donc, je vais écrire que L, c'est le volume à la puissance 1 sur D. Et ça veut dire que le Q minimum dans le système, ça sera 1 sur L ou 2π sur L, quelque chose comme ça. Donc je ne peux pas aller jusqu'à Q égale 0. Il faut que je m'arrête à Q de l'ordre de 1 sur L. Alors ce que j'utilisais là, ce n'était pas le volume, c'était le nombre de particules dans le volume D. Il suffit que je revienne à ce que j'ai écrit tout au début. Le volume, c'est n sur ρ0. Donc le Q minimum, c'est ρ0 sur n. Le coût à la puissance 1 sur t. Donc, si je remplace ça dans le S de Q,
Maintenant, ça veut dire que les fluctuations, elles ne vont pas diverger, mais elles vont dépendre de la taille du système. Alors, S de Q, je vais écrire que S de Q égale Q min. Qui est delta n carré sur n. Ça va être 1 sur cette longueur au carré. Pardon, ça va être cette longueur au carré. Donc ça va être n sur ρ0 puissance 1 sur d. Et donc si je reprends ça, ça me dit que delta n2, c'est n moyen, comment? C'est 2. Non, c'est 1 sur D. Ah, c'est Q de 2 sur D, merci. Merci. C'est beau d'avoir des gens qui font des séminaires et qui suivent. Donc je vais trouver ici que delta N2, c'est N 1 plus 2 sur D. Ou si vous voulez, je peux introduire un exposant que je vais appeler alpha, tel que delta N2 est proportionnel à N puissance 2 alpha, où alpha c'est 1,5 plus 1 sur D. Si maintenant je regarde mon problème en dimension 2, D est égal à 2, 1,5 plus 1 sur D, ça fait 1, et donc delta N2 proportionnel à N2. Ça veut dire qu'il y a vraiment des fluctuations géantes, que l'amplitude des fluctuations est proportionnelle au nombre de particules. Alors il faut faire attention que ça, je l'obtiens en faisant une théorie de perturbation. Donc je traite les fluctuations à l'ordre linéaire, ou c'est ce qu'on appelle une théorie de champ moyen aussi. Alors on peut aller plus loin que la théorie à l'ordre linéaire. C'est ce qu'ont fait Toner et tout dans leur calcul de renormalisation. On garde la même structure. Ça veut dire que delta N2 est bien proportionnel à un N puissance 2 alpha, sauf que l'exposant alpha qu'on trouve est un peu différent. Alors, je ne crois pas au miracle, il y a une espèce de miracle de calcul qui se produit dans le calcul de Toner et tout, c'est que le calcul, même à l'ordre linéaire, pour cet exposant-là, il est exact. Donc, on connaît la vraie valeur de cet exposant alpha, et ce qu'il trouve, c'est alpha égale 4/5. Donc, en prenant l'énergie libre que je vous ai montrée, si vous faites le calcul propre, en traitant les fluctuations à l'ordre non linéaire, vous trouvez la même structure que ce que j'ai écrit là, avec un exposant qui est un tout petit peu différent de celui que j'ai trouvé. Au lieu de trouver 1, on trouve 4/5, donc 0,8. Donc les fluctuations sont encore gigantesques. Elles sont beaucoup plus grandes que racine carrée de la valeur moyenne, mais elles sont plus petites que le cas extrême que j'annonçais à 2 dimensions, où delta n était proportionnel à n. Alors il y a un bémol à mettre sur ce résultat-là. Il y en a même 2. Le premier, c'est que, évidemment, les gens ont fait des simulations numériques. Et j'ai parlé la dernière fois, par exemple, de Hugues Chaté. Hugues Chaté a fait énormément de simulations numériques sur ce système-là. Et puis, au fur et à mesure que le temps évolue, les ordinateurs sont de plus en plus gros, et donc il peut aller à des valeurs de n qui sont de plus en plus grandes. Les premières simulations numériques qu'il avait étaient en assez bon accord avec ce résultat-là. Ça veut dire au début, ça se rapprochait du 4/5,
et puis il était content. Et puis il a augmenté la taille du système, et puis ça n'a jamais convergé vers 4/5. Pourquoi? Il n'a pas, enfin à ma connaissance, il n'explique pas bien pourquoi ça ne converge pas vers 4/5. Ça veut dire que les choses sont un peu plus compliquées que ce que je vous ai décrit là. John Tonner lui-même est un peu revenu en disant que finalement, son calcul n'était exact qu'avec l'énergie libre qu'il avait écrite, mais que s'il rajoutait d'autres termes, le calcul n'était plus exact et que ça changerait le résultat, mais il n'a pas fait le calcul en changeant le résultat. Donc on en est un peu là. Il y a des fluctuations géantes. Elles divergent bien avec un exposant alpha, mais cet exposant alpha n'est pas vraiment connu. On peut se poser la question des expériences. Il y a deux expériences dont je voudrais parler. Les premières, c'est celles dont j'ai parlé dans le cours dernier, qui ont été faites à l'ESPCI dans le groupe d'Olivier Dauchot. C'est ce que j'ai appelé des grains marcheurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ces petits disques qu'on agite comme ça, et qui se promènent et qui ont un comportement tout à fait correspondant à ce qu'on attend pour un système actif polaire. Alors pour les grains marcheurs, on trouve bien, donc on prend une petite partie du système, on fixe une surface, on compte le nombre de grains à l'intérieur de cette surface-là, on le fait plein de fois, on calcule la valeur moyenne, on calcule l'écart à la valeur moyenne, on prend le carré, on mesure sur toutes les expériences, et puis on trouve bien que la fluctuation, ou le carré de la fluctuation, varie comme n à la puissance 2 alpha. Et puis la valeur qu'il trouve, c'est 2 alpha égale, alors évidemment je ne connais pas le nombre par cœur, 1,45. Si vous prenez la valeur de Tonner et tout, c'est 1,60. Il n'y a pas énormément de grains, donc pour moi, c'est tout à fait satisfaisant, cette valeur-là. Donc selon ça correspond à peu près à ce qu'on attendait, et ça nous dit bien que dans ces systèmes actifs, il y a des fluctuations géantes. Il y en a plusieurs autres, mais il y a une deuxième expérience que je voudrais citer, c'est celle de Denis Bartolo, les particules colloïdales qui bougent par effet Quincke, dont il vous a parlé dans le séminaire la dernière fois. Donc ça, c'est Dauchot. Alors, ce qu'a fait Bartolo, c'est qu'il a mesuré l'exposant alpha, là aussi, on prend une petite partie de son système, on compte le nombre de particules dans cette petite partie, puis on le fait plein de fois, et en moyenne, et il trouve un exposant alpha égale 1,5. La première fois que j'ai vu ça, ça m'a un peu fait sursauter. Je suis en train de vous prétendre que c'est une propriété générale de tous les systèmes actifs sur un substrat. Il n'y a absolument aucun doute que son système est sur un substrat. Et pourtant, cet effet qui est assez spectaculaire, j'avoue ne pas connaître énormément de systèmes à part les points critiques où on voit ce type d'effet, n'existe pas. Alors il a une explication, c'est que dans son système, il y a des interactions hydrodynamiques, il y a un fluide qui est de l'eau au-dessus de la surface. À cause de ce fluide, il y a des interactions hydrodynamiques. Ces interactions sont à longue portée. Et il a un calcul énorme qui montre qu'avec des interactions à longue portée, cet effet de fluctuation géante disparaît. Donc ça n'impacte pas ce système-là. Mais dans celui-là, ce qui apparemment tue l'effet de fluctuation géante, c'est les interactions hydrodynamiques. Si je résume quand même ce que ça nous dit, ça, c'est que le système actif, c'est un système où les fluctuations à Q égale 0 divergent, comme au point critique. Pour la plupart des fluides, cette compressibilité est finie. On peut aussi se poser la question de qu'est-ce qui se passe si elle va à 0. Donc s'il existe des fluides tels que S de Q tend vers 0 avec Q. Il y a des systèmes qui ont été étudiés très très en détail récemment et qui sont dans cette catégorie-là, où S de Q va comme Q2, c'est ce qu'on appelle les milieux hyperuniformes.
Donc on sait calculer, on sait construire des systèmes pour lesquels les fluctuations sont géantes, c'est les systèmes actifs, mais on sait construire aussi le cas inverse, où les fluctuations sont toutes petites. Ces matériaux-là ont des propriétés optiques qui sont absolument spectaculaires et que les gens étudient en détail à beaucoup d'endroits dans le monde en ce moment. Donc voilà la première propriété générale des systèmes actifs, c'est que les fluctuations sont géantes. Je vais vous en montrer une autre, c'est ce que je vais appeler la propagation d'ondes dans les systèmes actifs. Je vais être un peu plus provocant que ça, je vais mettre propagation d'ondes sonores dans les systèmes actifs, donc d'acoustique. Donc, ce que je veux regarder cette fois, c'est la façon dont se propagent les ondes dans les systèmes actifs. Donc pour ça, je vais supposer qu'il y a une onde qui se propage. Ça veut dire que P est égal à P0, puis il y a une petite fluctuation autour de P0, que la densité, donc P c'est P0 plus delta P, et puis la densité va varier aussi en fonction de la position et du temps, et ça va être un delta ρ qui dépend de la position et du temps. Donc ρ c'est ρ0 de R et T. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il peut se propager dans un système, même s'il dissipe de l'énergie sur le substrat solide, des ondes avec une vitesse constante, c'est-à-dire que ces ondes-là ne sont pas amorties. Alors je vais vous montrer ça de façon un peu olé olé, c'est-à-dire que je ne vais pas écrire les équations complètes, je ne vais écrire dans les équations que les termes qui génèrent ces ondes-là. Les équations que j'ai écrites tout à l'heure sont un peu compliquées, donc je vais juste garder les termes qui sont dominants pour ces ondes-là. Je n'aurai pas le résultat exact, mais je pense que ça donne très bien une idée de pourquoi se propagent des ondes dans ce système-là. Alors ma première équation, c'est la conservation du nombre. Je vous l'ai écrite, c'est dρ sur dt plus divergence du courant est égal à 0. Et je vous rappelle que le courant J, c'est un terme que j'avais qualifié de terme à l'équilibre. Donc c'est moins 1 sur gamma ρ gradient mu, plus un terme que j'avais considéré comme actif et qui est proportionnel à P, qui est la densité fois la vitesse, donc plus ρ. V0 fois P. Alors je vais prendre le gradient, je vais oublier ce terme-là. Je vais oublier ce terme-là parce que je sais que dans un système qui dissipe de l'énergie, il n'y a pas de propagation d'ondes. Donc ça veut dire qu'il faut que les effets actifs soient pris en charge. Donc je vais juste garder ce terme-là, qui est le courant qui est transporté par la vitesse des particules. Puis je vais reporter dans cette équation-là, je vais supposer qu'il y a une seule variable, donc que l'onde se propage selon x. Ça me dit que dρ sur dt, mais dρ 0 sur dt c'est 0, donc c'est delta ρ sur dt. Égale moins, le moins vient de là, d sur dx de tout ça. Il y a deux choses qui dépendent de x là-dedans, il y a ρ et p. Alors je ne vais pas vous justifier ça, je vais simplement garder la dérivée par rapport à p. Si je voulais faire le calcul total, il faudrait que je garde la dérivée par rapport à x.
Ça change de façon quantitative, ça ne change pas le résultat de façon qualitative. Donc c'est moins V0 fois ρ, et je vais le remplacer par ρ0, et puis j'ai un dp sur dx, je vais supposer que p est le long de x par exemple. Donc voilà l'équation de conservation de la densité. Après, il faut que j'écrive l'équation de p. Alors, je vais la réécrire. dp sur dt. Après, j'avais ce terme hors d'équilibre plus lambda 0 p scalaire gradient appliqué à p. Et puis, j'ai moins 1 sur une friction gamma p ds sur dp. Alors maintenant, je vais faire pareil. Je vais choisir dans tous les termes que je vous ai écrits dans F. Comment? Jacques me dit que j'ai oublié quelque chose. Comment? C'était lambda 1 tout à l'heure. C'est vrai. Je vais choisir dans F le terme qui génère cet effet-là, sans trop vous justifier pourquoi c'est pas celui-là, pourquoi c'est celui-là qui compte. Il faut que ça soit un terme polaire. Donc ça pourrait être celui-là. Il y en a un autre de terme polaire qui contribue. Dans F, j'avais un terme à moins somme de dr, et puis un terme que j'avais appelé W1, divergence de P, delta ρ sur ρ. Je vais garder que ce terme-là. Alors si je calcule la dérivée fonctionnelle de ce terme-là, je vais écrire le résultat. C'est plus delta ρ sur ρ. Je sais bien ce que j'ai écrit. Gradient de delta ρ sur ρ. D sur dx de delta ρ sur ρ. Il n'y a pas de vecteur ici. Alors vous allez me dire comment je calcule la dérivée. Pour ce terme-là, il y a une astuce. Vous intégrez par partie. Donc j'ai mis moins WA divergence de P fois delta ρ sur ρ. En intégrant par partie, il y a un terme de surface. Et celui-là, je peux l'oublier. Et puis l'autre terme, c'est moins P fois le gradient de delta ρ sur ρ0. Et après, une fois que vous avez quelque chose proportionnel à P, vous pouvez calculer la dérivée. Et ça donne ça immédiatement. Donc pour le faire, je n'ai pas besoin de faire de l'analyse fonctionnelle compliquée. J'ai juste ce terme-là. Donc je peux le reporter ici. Donc ça me donne dp sur dt égale moins 1 sur gamma ρ, 1 sur ρ0, donc après je vais garder cette équation-là, et puis je vais garder l'équation ici de conservation de la densité. Vous m'accorderez que c'est facile d'éliminer la densité entre ces deux équations. Il suffit de prendre la dérivée de celle-là par rapport à x et vous l'éliminez facilement. Ce que vous trouvez, c'est P qu'il faut éliminer pour que ça ressemble à une équation d'onde. C'est D2 delta ρ sur dt2 égale C2 D2 delta ρ sur dx2, où il y a une vitesse de propagation
C qui est racine de V0 W1 sur gamma 1. Alors je vais vous demander de me faire confiance et que si vous faites le calcul proprement, ce que je serais bien incapable de faire au tableau parce que ça prend des proportions algébriques gigantesques, on trouve quelque chose qui est tout à fait semblable à ça. La vitesse de propagation de l'onde dépend de sa direction. J'ai supposé qu'elle était le long de la polarisation, mais comme tout à l'heure, il y a une fonction g de θ, où θ est l'angle entre la propagation de l'onde et la polarisation. Mais les paramètres qui comptent, c'est V0, W et gamma. Alors, le fait qu'il y ait V0, c'est bien. V0, c'est quelque chose qui est caractéristique de l'activité du système. Les particules sont autopropulsées à la vitesse V0. Donc, si on veut qu'il y ait un effet actif, il faut absolument qu'il y ait V0 ici. Ça dépend de ce couplage entre la polarisation et la densité. Et puis, au dénominateur, vous avez cette friction qui est là. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une propagation d'onde? On a un système qui dissipe de l'énergie. La dissipation, elle est caractérisée par gamma rho. Si vous prenez un fluide classique qui dissipe de l'énergie, les ondes sont amorties. Et donc, l'onde ne devrait se propager que sur une certaine distance. Cette équation-là, il n'y a pas d'amortissement du tout. Alors, je n'ai pas triché. On trouve vraiment une onde qui n'est pas amortie. On trouve une onde qui n'est pas amortie parce que le système que je regarde, c'est un système actif. Ce que je vous ai dit au tout début, c'est pour moi un système actif, c'est un système qui consomme de l'énergie à l'échelle locale. Donc on injecte de l'énergie dans le système, et cette énergie-là, elle compense la dissipation. Donc on ne peut avoir propagation d'onde que si on injecte de l'énergie dans le système et suffisamment d'énergie pour compenser la dissipation qui est là. Alors après, on peut se poser la question de est-ce qu'elles existent, ces ondes, donc ce qui se passe au niveau expérimental. En fait, je vous en ai montré. Et c'est un peu pour ça que je vous ai montré ce petit film-là. La dernière fois, je vous ai montré des vols d'oiseaux, et vous voyez des ondes magnifiques qui passaient d'un côté à l'autre du vol d'oiseau. Je vous ai dit que le modèle que j'étudiais aujourd'hui, il pouvait être dérivé du modèle de Vicek, et le modèle de Vicek donc, contient ces ondes, et donc pour les vols d'oiseaux, ou pour tous les systèmes qui peuvent être décrits par le modèle de Vicek, le modèle de Vicek est assez loin des vols d'oiseaux, mais c'est quand même une caricature, on arrive à voir des ondes, et il y a des ondes magnifiques qui se propageaient dans le film que je vous ai montré la dernière fois sur les vols d'oiseaux. Un deuxième système sur lequel on observe des ondes, c'est des cellules. Il y a des ondes magnifiques qui se propagent à la surface de cellules qui sont en train de s'étaler. Le point sur lequel je veux insister, c'est que pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire les ondes qu'on voit se propager dans les vols d'oiseaux et les ondes qu'on voit à la surface des cellules, en gros, c'est le même phénomène. C'est des ondes qui existent parce que le système est actif. Alors, il y a des détails qui sont un peu différents et je reviendrai sur les cellules dans le cours prochain. Mais on doit retrouver ces phénomènes génériques dans tous les systèmes actifs et c'est normal qu'on les retrouve pour les vols d'oiseaux et pour d'autres systèmes actifs. Alors, ce que je veux faire pour finir, ce serait de vous parler des systèmes actifs non polaires. Alors, ce que je vous ai dit au cours précédent, il y a 2 cours, c'est qu'il y avait 2 types de systèmes actifs. Il y a des systèmes que j'avais appelés polaires. Ça, c'est ceux où chaque composant porte une direction et où toutes les directions sont parallèles. Ça, c'est ce que je discute depuis le début du cours aujourd'hui. Et puis, il y a des systèmes que j'ai appelés nématiques.
Ça, c'est des systèmes où tous les éléments sont parallèles, mais où il n'y a pas de direction privilégiée. Je vais juste faire un dessin un peu caricatural. Hein. Le système polaire, j'ai des flèches qui sont à peu près toutes dans la même direction. Le système nématique, j'ai juste des bâtons qui n'ont pas de queue et pas de tête, et les bâtons sont parallèles. Alors, je peux avoir des bâtons qui n'ont pas d'orientation, ou je peux aussi avoir des bâtons orientés avec la moitié dans un sens et la moitié dans l'autre. Dans ce cas-là, si je moyenne le vecteur qui est là, je vais trouver une polarisation. Ici, ce qu'il faut que j'introduise, c'est un vecteur que je vais appeler MI pour chacune de ces molécules-là, mais je ne peux pas moyenner MI parce que MI et moins MI sont la même chose, puisqu'il n'y a pas d'orientation. Alors, ce qu'on peut faire, c'est fixer aléatoirement une direction, prendre le vecteur moyen qui va dans cette direction-là, mais il faut savoir que j'aurais pu fixer l'orientation dans l'autre direction, et donc les vecteurs P et moins P, que j'obtiens en moyennant les directions, sont aussi identiques. C'est pour ça que pour les systèmes nématiques, on ne parle pas de polarisation, on parle de directeur. Le directeur, c'est le vecteur P ou moins P, c'est un vecteur qui est défini à pi près et pas un vecteur qui est défini à 2 pi près. Maintenant, si je veux définir un paramètre d'ordre, c'est-à-dire quelque chose qui caractérise l'ordre nématique, il faudra que je prenne quelque chose qui est invariant si je change tous les MI en moins MI. Donc la bonne façon de faire ça, c'est de prendre quelque chose qui est invariant en remplaçant tous les MI en moins MI, donc quelque chose qui dépend comme le carré de MI. Alors ce qu'on définit, c'est un tenseur Q alpha bêta, donc une matrice si vous voulez. Ce tenseur, c'est en gros MI fois MI. Donc c'est MI alpha MI bêta, qu'il faudra que je moyenne sur toutes les particules I. Et en général, à 2 dimensions, on met moins 1,5 de delta alpha bêta, tout ça moyenné. Si je change MI en moins MI, ce terme-là ne change pas. Je rajoute ce terme-là pour que la trace de Q alpha bêta soit égale à 0. Alors qu'est-ce que ça change maintenant de passer d'un système polaire à un système nématique ? La première chose qui est évidente, c'est que si j'essaye de refaire toute la théorie que j'ai faite, il n'y a pas de vitesse spontanée. Il n'y a pas de vitesse spontanée parce que chacun des éléments lui-même est invariant si je renverse sa tête et sa queue, et donc il n'a pas de vitesse spontanée. Donc la vitesse V0 est égale à 0.
Ça, c'est une première chose qui est évidente. Une deuxième chose qui est évidente, c'est que dans tous les termes que j'ai écrits, il faut que j'élimine tous les termes polaires. Donc, j'ai éliminé le terme polaire du courant. Il faut aussi que j'élimine les termes polaires dans l'énergie. Ça veut dire que tous les termes que j'avais appelés W, W1, W0, tous ces termes-là, ils étaient proportionnels à la divergence de P dans l'énergie. Ils changent de signe si je renverse P. Et tous ces coefficients doivent être égaux à 0. Ça veut dire que W, W1, W0 est égal à 0. De la même façon, quand j'avais écrit dP sur dt, lambda P égale quelque chose. Si je change P en moins P, ça c'est changé en son opposé, ça c'est pas changé en son opposé. Donc ce terme-là, il ne peut pas exister pour un nématique. Donc lambda 1 aussi est égal à 0, parce que c'est un terme polaire qui n'est pas conservé quand je change P en moins P. Alors vous allez me dire, il ne reste plus rien, parce qu'il y avait deux termes actifs, et je viens de vous les éliminer en à peu près 10 secondes. Alors, ce n'est pas vrai. Il reste quelque chose, parce que autrement, je ne vous aurais pas parlé de ça. Je vais essayer de vous montrer ce qui reste. Et je vais finir par ça. Donc, si je regarde l'équation de conservation de la densité, d sur dt, divergence de J égale 0. Ça, c'est l'équation de conservation. Celle-là, elle reste. Et maintenant, il faut que je vous écrive ce que vaut J. Il y a un terme qui va ressembler au terme d'équilibre. Ça veut dire qu'il va y avoir un terme à gradient mu. Donc, moins 1 sur zeta. Je vais l'appeler zeta Q, parce que ça peut être différent de ce qu'il y avait avant, fois une énergie libre, F de Q, gradient mu, qui dépend de Q, cette fois, de Q alpha bêta, et puis de ρ. Ça, c'est le terme d'équilibre. Donc, ce n'est pas lui qui va nous créer les termes actifs. Et donc, maintenant, il faut que je cherche là-dedans quel est le terme actif le plus simple que je peux écrire. La bonne façon de le faire, pour une fois, c'est d'écrire des indices. Donc, je vais écrire les composantes. Donc, je vais écrire J alpha, où alpha, c'est x, y si c'est à 2 dimensions, x, y, z si c'est à 3 dimensions. Et maintenant, il faut que j'écrive quelque chose ici qui soit un vecteur. Le seul vecteur que j'ai, c'est le gradient. Par contre, maintenant, j'ai un tenseur, qui est Q alpha bêta. Et avec un vecteur et un tenseur, vous pouvez faire un vecteur. Le vecteur que vous pouvez faire, c'est d bêta fois Q alpha bêta. Ça, c'est la somme sur toutes les composantes de Q alpha bêta et le gradient suivant bêta. Ce terme-là, alors c'est plus compliqué à voir que tout à l'heure, mais ce terme-là, il n'est pas généré par une énergie libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie libre associée. Et donc, dans le courant, je peux avoir un terme zeta bar moins zeta bar d bêta Q alpha bêta. Ça veut dire que s'il y a un gradient d'ordre, j'arrive à générer un courant. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça. Je vais vous faire un petit dessin pour vous montrer ce que ça veut dire, et puis je m'arrêterai là. Donc, je vais regarder à 2 dimensions, et puis je vais supposer qu'il y a un gradient d'ordre. Alors il y a deux façons à 2 dimensions de créer un gradient d'ordre. Il y a une façon qui est d'avoir de la courbure, où je courbe l'orientation comme ça, et puis il y a une façon qui s'appelle la divergence, où je mets l'orientation comme ça. Donc ça, c'est la courbure. Et ça, c'est la divergence.
vous m'accorderez qu'il y a une direction privilégiée ici. Ce n'est pas pareil de regarder dans cette direction-là que de regarder dans cette direction-là. Donc bien que je prenne un système nématique, s'il y a un gradient d'orientation, dans ce cas-là, je peux définir un vecteur comme ça. Et ce vecteur, c'est justement la dérivée de Q alpha bêta que j'ai écrit là-bas. Si je regarde dans ce sens-là, c'est pareil, ça converge vers l'intérieur, mais la direction vers l'extérieur n'est pas pareille que la direction vers l'intérieur. Donc à ce point-là, je peux définir une direction comme ça. Donc à cause du gradient d'orientation, je peux définir une direction, et c'est cette direction-là que j'ai mis dans ce courant ici. Ça veut dire que dans ce cas-là, le système va couler dans cette direction-là. Je ne sais pas s'il va couler dans cette direction ou dans cette direction, c'est-à-dire je ne connais pas le signe du zeta bar qui est là, mais je sais qu'il y a une direction privilégiée, et dès qu'il y a de la courbure, je peux avoir un flux de matière qui est parallèle à cet axe-là. Pareil, s'il y a de la divergence, je peux avoir un flux de matière parallèle à cet axe-là. Ça veut dire qu'à la fin, la théorie pour les nématiques ne va pas être très différente de la théorie pour les systèmes polaires. A priori, elle est plus simple, puisque j'ai éliminé tout un tas de termes de l'énergie libre. Et ce qui crée la direction privilégiée, ce n'est pas le directeur, c'est le gradient d'orientation du cristal liquide. Je vais m'arrêter là, j'ai été un peu plus long que ce que j'ai été les autres fois, et je vous remercie de votre attention.